pense que c'est avec un cœur écrit au nom du RDPC, mon parti, et tous ses militants, au nom de toute la jeunesse camerounaise, que nous présentons toutes nos sincères condoléances à cette famille-là, en particulier à une de ces filles qui nous a soutenus dans le cadre de notre mouvement associatif J'aime le Cameroun, au Palais de Condé, qui nous a offert cette grande salle que les jeunes avaient tant rêvé. Je m'en voudrais de ne pas les agresser, mes sincères condoléances, et leur demander tout simplement de tenir fort, de tenir bon. 99 ans, ce n'est pas 99 jours, c'est l'âge de grâce, c'est un âge de bénédiction. Beaucoup d'entre nous, nous n'y rêvions même pas d'atteindre cet âge-là. Je pense que quand on a eu la chance d'avoir autour de nous, avec nous, des patriarches comme celle-là, ce qu'on peut retenir d'elle, c'est cette dame qui a tout donné pour ce pays, son épouse avec. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on sache parfois raison garder. Les problèmes politiques restent des problèmes politiques. Mais ici, il faut être humain. Il faut se mettre... lorsque sa disparition ne fera pas que du mal aux membres du RDPC, sa disparition laisse mécrit toute la nation camerounaise, toute chapelle confondue, toute obédience religieuse confondue, etc. Je pense que nous devons, pour la mémoire de cette disparue, et ces enfants qui restent avec nous, qui ont eu la chance d'être intégrés et n'ont pas senti en seul instant la disparition de ses parents qu'ils ont eu adopté, que ce soit le président de la République. Merci à vous. Et les différents membres militants de notre parti. Notre appel est avec nous ce soir sur ce plateau. Vous avez un débat, Frédéric, tu me Oui, mais vous ne pouvez pas y rester plus de 5 minutes, c'est pas important. Non, mais vous permettez tout au moins que je chute, vous n'allez pas me couper comme ça poliment, je ne viens pas me balader sur votre plateau. Allons-y alors, s'il vous plaît. Sinon, ça ne me permet pas de pouvoir évoluer le débat. Sinon, vous m'expliquez de votre débat et continuez. Merci à vous, César Honoré, sur cet arrêt autour de la dépouille ou le décès également de Mme Aïdjo. Il nous a également rejoint Edmond Kouyaté. Il est panafricaniste, il est analyste politique des questions africaines. Bonsoir à vous et merci de nous accompagner ce soir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Je m'incline éventuellement, comme tout le monde, devant la mémoire de Germaine Aïdjo. Donc voilà, bonsoir. Merci à vous. On va rester avec vous. La nouvelle est tombée en mi-journée de ce 20 avril 2021. Idriss Déby est décédé. Lorsque vous entendez cette nouvelle, quelle est la réaction de l'analyste que vous êtes? C'est triste. C'est d'abord un moment chargé d'émotions intenses pour la disparition d'un homme de cette dimension, un président de la République, un chef d'État. C'est toujours très triste de savoir qu'il est parti comme ça, même s'il est parti les armes à la main. Il faut également dire que jusqu'ici, les conditions de son décès, même si officiellement il est décédé, il est mort au front, n'est-ce pas, nous savons qu'il affronte une rébellion depuis un certain temps, néanmoins depuis qu'il a annoncé sa nouvelle candidature pour une autre réélection. Il a d'ailleurs gagné cette élection, on a proclamé les résultats hier, mais je crois qu'il n'était déjà plus de ce monde. Parce qu'il faut, comme je l'ai dit, les circonstances de son décès restent encore très troubles. Officiellement, mort au front, mais d'autres sources nous indiquent autre chose. Premièrement, il aurait assisté à une réunion, il y aurait une réunion qui aurait mal tourné, et au cours de cette réunion, ça aurait dégénéré en petit conflit. Lui et 4 autres officiers sont décédés. Et j'avoue que quand j'ai vu les images, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir les images de son décès, ça laisse un peu perplexe. On sait également que lorsque le président Déby allait au front, ce n'était pas un fantassin. Donc ce n'est pas quelqu'un qui allait en premier rang, il allait comme pilote. Donc j'ai également vu les images de son hélico. Quand je compare, quand je vois les images de son hélico et je vois les blessures dont il est victime, à la tête, au dos et tout, il me semble qu'il a reçu, je vais dire, à bout portant, il a reçu des balles
de gros calibre, au moins 12 milli à bout portant. Donc je ne crois pas que ce soit le fait du front. C'est pas le front. Jusqu'à présent, je dis, ce sont des analyses que nous faisons. Les circonstances de son décès sont encore assez troubles, mais toujours est-il, comme je vous l'ai dit, que ce soit l'une ou l'autre des conditions. Il est décédé, c'est un fait, et ça suscite beaucoup d'émotions parce que c'est un homme qui a, à sa manière, on pourra revenir là-dessus, mais il a à sa manière marqué son pays, la vie politique de son pays, et il a marqué tout le continent. Tout le monde sait la contribution qui a été la sienne dans la lutte contre le Boko Haram, qui a à un moment donné menacé toute la région du lac Tchad. Il a été au premier rang dans ce combat-là. Au moins ça, l'Afrique le lui doit bien. Donc au moins on ne peut pas dire que sa vie a été inutile, que ce soit pour son pays ou la sous-région, tant on sait que c'est grâce à son armée et à sa détermination personnelle qu'on a réussi à contenir une bonne partie, au moins à une certaine proportion, les menaces djihadistes, n'est-ce pas, les menaces djihadistes, plus précisément de Boko Haram. Et donc, aujourd'hui, son départ ouvre, n'est-ce pas, un chapelet de questions. On se demande comment est-ce que ça va se passer dans les prochains jours. C'est vrai que sur le plan déjà de la forme, ils ont essayé de mettre en place un conseil militaire de transition, n'est-ce pas, qui est, je vais dire, à la tête de laquelle se trouve son fils, Mahamat Déby, Itno Déby. Et avec lui aussi, il vient de sortir un décret mettant en place, n'est-ce pas, un conseil militaire composé de 16 généraux. Bon, tout ça, ça nous pose beaucoup de questions. Mais une fois de plus, je m'incline devant la mémoire de ce monsieur qui a marqué, n'est-ce pas, le Tchad. Nous allons, au cours des débats, revenir sur un certain nombre d'articulations. Alors, on aura le temps de revenir sur ce nombre d'articulations. Edmond Piaté, vous l'avez rappelé. Brice, aujourd'hui, c'est un cas d'or que l'Afrique pleure, que le Tchad pleure, notamment Idriss Déby Itno. C'est une réalité. C'est un grand monsieur que toute l'Afrique pleure. Pas seulement l'Afrique, le monde entier et aussi particulièrement l'Europe. Vous savez quel est le rôle que le président Déby a joué auprès de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme, le djihadisme et tous ces mouvements politico-armés terroristes. Il était l'allié privilégié des puissances européennes dans la lutte contre ces mouvements armés. Donc, pas seulement de l'Afrique, mais aussi le Cameroun. Parce que vous le savez très bien, si un pays comme le Tchad est stable, le Cameroun également peut aussi d'une manière ou d'une autre être stable. Parce que vous savez bien, comme le Tchad et la Centrafrique, ce sont des États qui sont régulièrement instables. Donc, c'est un grand homme que nous avions perdu. Mais néanmoins, si on voudrait à tout prix analyser d'une manière ou d'une autre les causes de ce qui lui arrive, on peut invoquer 3 dimensions. La première dimension, comme Edmond venait tantôt de dire, c'est que vous comprenez que tout part d'un 6e mandat. Un 6e mandat qui n'a pas fait l'unanimité dans son cercle restreint. Il faut le dire. Parce qu'il va falloir un jour ou l'autre que ceux qui ont tenu la réunion aujourd'hui, ou hier par exemple avec le président Déby, qui nous disent réellement qu'est-ce qui s'est passé, un 6e mandat où son cercle a complètement refusé. Mais juste ces informations que nous recevons aujourd'hui, puisqu'il y avait certaines personnes qui se préparaient à prendre le pouvoir, il n'a pas voulu à ce que ces gens-là soient là. Et il a persisté. Et lorsqu'il a persisté, vous avez vu les colonnes des FARC qui sont partis de la Libye et ont commencé à conquérir des villes. Ces villes sont tombées les unes après les autres. Vous avez vu le spectacle par lequel les FARC sont arrivés, sont entrés à N'Djamena. Du jamais vu. Ils ne sont pas encore véritablement entrés. Ils ne sont pas encore entrés à N'Djamena. Ils sont entrés au Tchad. Oui. Ils sont entrés au Tchad. Vous voyez que les villes sont tombées les unes après les autres. Il n'y a réellement pas eu de bataille jusqu'à l'heure actuelle. La seule grande bataille qu'il y a eu, c'est dans la région du Kanem. Vous avez vu le Tibesti est tombé comme un jeu. On voit un mouvement politico-armé où les populations leur donnent de l'eau à boire. C'est incroyable. Vous comprenez donc que le Tchad, au plus profond de sa société politique, est divisé. Et les divisions peuvent être interprétées de part et d'autre. Vous avez vu au moment où le président Déby a engagé son 6e mandat, la force militaire avec laquelle il s'est déployé pour aller au domicile d'un opposant politique au point d'assassiner des personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec la politique. Lorsque vous voyez tout ce conglomérat d'échecs de la politique interne au Tchad, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il a insisté jusqu'au bout?
Regardez, puisqu'aujourd'hui il est décidé, d'aucuns croient qu'on peut balayer d'un revers de la main des choses un peu sous-jacentes. Mais non, il faut entrer en profondeur dans les analyses. Regardez un peu, au moment où il décide d'entrer, de postuler pour un 6e mandat, il y a eu une coalition des forces de l'opposition qui a totalement refusé d'aller aux élections. Ça prouve une fois de plus que la société tchadienne non seulement était divisée, mais une coalition de cette force d'opposition-là contribuait effectivement un poids solide dans la déstabilisation du moins civile du Tchad. Parce qu'il faut comprendre, si vous décidez... Oui, je chute rapidement par là, du moins pour la première parole. Si vous constatez au moment où vous voulez partir aux élections, des principales forces d'opposition décident de nous parler, vous devez vous poser la question, est-ce que M. Déby avait verrouillé les instructions, les instruments de la démocratie? Est-ce qu'il avait verrouillé les instruments pour l'alternance? D'où, par conséquence, ce FAC? Il faut donc se poser beaucoup de questions. Donc, aller jusqu'à perdre sa vie, je pense qu'il devrait avoir, à un moment, il devrait avoir de la retenue. On devrait se poser des questions, ouais. Et on va certainement faire le tour de ces questions-là. César Honoré, est-ce que le problème du Tchad aujourd'hui, ou alors du décès du président maréchal Idriss Déby Itno, est notamment lié à ce 6e mandat que certains considèrent comme étant un mandat de trop ou un mandat de plus? Je pense que le Tchad avait des problèmes internes comme tout État. Il est bien évident que ce 6e mandat puisse être l'une des causes qui a soulevé autant de remous. Mais je reste un peu focalisé sur les circonstances telles que l'a évoqué M. Kouyaté tout à l'heure. C'est assez troublant. Nous sommes en face de 2 hypothèses. La première hypothèse qui voudrait que si on se contente du communiqué des forces armées tchadiennes, on dirait qu'il est mort les armes à la main, c'est un héros, il est allé au front et la nation devrait lui en être reconnaissant. Ça veut dire que selon le processus constitutionnel tchadien, il est bien détaillé en cas d'absence du président qui doit le succéder, ainsi de suite, ainsi de suite. Au regard de ce qui précède cette fin d'après-midi, on constate, et l'opinion se donne à toutes les analyses possibles d'un coup d'État, parce que si réellement la version officielle qui est celle qui soit tombé suite aux blessures qu'il aurait reçues au front, normalement, l'État devrait avoir tout son fonctionnement normal. Mais au regard de ce qui est fait, même si je peux me répéter, je pense qu'il y a double coup d'État au regard de ce que l'actualité nous offre, la dissolution de l'Assemblée nationale et de toutes les institutions. Je pense que c'est tué Déby 2 fois. Parce qu'en 30 ans, nous reconnaissons en lui que c'était le premier bouclier de la lutte contre le Boko Haram. Et nous connaissons quels a été ces différents combats. Le Cameroun en a bénéficié de ce grand bouclier qu'il a été pour la lutte contre Boko Haram. Le Niger, le Mali. Ils ne me souviennent pas qu'il y ait un conflit dans la sous-région où Déby n'a pas envoyé des soldats pour intervenir dans le compte de la République du Tchad. Sa disparition pousse à plusieurs interrogations. Donc là, nous ne sommes que dans des supputations. La version officielle nous laisse au regard de tout ce que j'ai tantôt évoqué à quelque chose de pas bien fait. Parce que, Kouyaté l'a dit tout à l'heure, le maréchal Idriss Déby, c'était pas
un soldat de terrain, c'était un soldat, comme on peut dire, des airs. Donc, on se poserait bien la question, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et quand vous relisez le communiqué, nous laisse croire qu'il y a quelque chose qui a été bien ficelé. Et je voudrais chuter par là, si vous permettez. Oui. Depuis la semaine passée, nous avons commencé à lire les différents communiqués des différentes chancelleries qui demandaient à leurs ressortissants de prendre des distances et autres. Et au regard de l'actualité que nous vivons depuis hier, ça laisse penser, ça laisse croire qu'il y a quelque chose qui a été bien monté. Alors, est-ce qu'il y a lieu d'aujourd'hui de se poser ces questions-là, où Déby aurait été peut-être tué parce que, en ce 6e mandat, et parce que il ne répondait peut-être plus aux desiderata des forces étrangères? Oui, Frédéric, avant d'aller à la question, à la réponse, il y a lieu de rendre hommage à ce grand Africain. On peut l'appeler l'homme courage, l'homme de terrain, l'homme qui sait aller sur le front. Et comme l'a dit mes prédécesseurs, il a fait beaucoup de choses, surtout avec le Boko Haram. Il a tellement joué, l'Afrique perd un grand soldat. J'ai peur, parce qu'avec la menace, Boko Haram, il était l'un des meneurs des troupes, il était l'un de ceux qui cassaient plus, et véritablement cette rébellion. Donc pour revenir, je vais dire vraiment, c'est dans des circonstances assez troublantes, plein de suspicions. Parce que j'ai vu un corps, je ne sais pas si c'est bien son corps, là où on voit la balle, je crois presque au dos. Ça fait penser, parce que les FARC qui sont en train de venir, ils n'étaient pas déjà vraiment dans la vraie bataille. Donc la menace est devant. Quand on regarde les circonstances, il s'avère qu'il serait assassiné. Et par ses proches collaborateurs. Bon, nous allons continuer à épiloguer parce que depuis toute la journée, on a essayé de lire de part et d'autre. On ne fait que des recoupements pour savoir. Comme on le dit si bien, parce que les Occidentaux qui sont toujours là pour nous guider, pour nous suivre et donner des conseils et tout consort, quand ceux qui commencent à dire à leur population de prendre des dispositions, ils voyaient déjà venir cette histoire. Or, la sécurité et la France a une base très solide au Tchad. On se pose la question, comment est-ce que c'est français? Parce que à un certain moment, Idriss Déby a pu maîtriser la rébellion, accompagné de cette de forces armées françaises. Se pose la question cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé alors que les rebelles sont encore un peu loin, sont seulement en train d'approcher pour qu'ils se retrouvent dans cet état. Et aussi à voir à l'allure où les choses vont. C'est tel que, à peine il est assassiné, on remet tout à zéro. La constitution du Tchad prévoit une façon de succéder au cas où il y a vacances présidentielles. Nous voyons aujourd'hui immédiatement un groupe de soldats, des hommes en tenue, se met en place en plaçant son fils, le général. Ça ressemble un peu à la situation au Congo. Je ne sais pas, parce que là, je me suis posé même la question, est-ce que ce fils est innocent? C'est assez de questions qu'on doit se poser. Et quand il prend immédiatement à la place de celui qui a été prévu par la Constitution. Parce que c'est comme au Cameroun, si le président, le chef de l'État manque aujourd'hui, c'est le président du Sénat qui doit prendre les rênes. Mais au cas où immédiatement on dissout tout, les textes de base, on dissout l'Assemblée et tout consort, ça nous amène à nous interroger. Et en plus, celui qui doit régner, parce que la constitution du Tchad parle de quelqu'un d'au moins 40 ans. Or, le jeune là qui va régner, il a 37 ans, si je ne me trompe pas. Vous voyez qu'il y a des choses comme s'il était préparé à l'avance. Il fallait l'éliminer parce que,
comme on le dit, il a fait un peu de trop, parce qu'il a fallu qu'il lève le verrou de la limitation des mandats, comme beaucoup de chefs d'État africains le font pour passer à la vitesse supérieure. Alors, et là, voilà là-haut, les FAC se sont formés. Parce que quand vous lisez les FAC, on dit Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Oui, quand ça dure trop là, ça énerve. J'ai toujours l'habitude de dire cela, la longévité n'est pas une bonne chose. À un certain moment, c'est ça qui provoque. Et voilà l'homme solide qui était, au lieu d'aller dans le panthéon, dans l'histoire, de la belle manière, en évitant. Parce que quelque part, j'ai cru comprendre que même son fils lui avait dit de ne pas prendre ce 6e mandat. Qu'il laisse un peu, bon, il a persisté, il est allé, voilà là où il se trouve. Alors, le 6e mandat semble être le nœud du problème aujourd'hui, mais pourtant, nous, LTM, avons couvert la présidentielle au Tchad. Nous avons accompagné le processus électoral pendant pratiquement 2 semaines avant la tenue de cette élection du 11 avril dernier. Dans la plupart des villes où nous sommes allés, et notamment en Djamé, dans la capitale, c'était un calme qui a prévalu pendant cette présidentielle. Mais pourtant, pourquoi aujourd'hui on arrive à une situation comme celle-ci? Peut-on imaginer que des scénarios avaient été pensés, cachés, et aujourd'hui, malheureusement, mis en œuvre, alors que les résultats de cette présidentielle sont rendus officiels? Et les résultats qui consacrent la victoire, justement, du Zizi Itno. La réalité, c'est que il faut porter une certaine paire de lunettes pour faire la lecture politique dans les pays africains. Et a priori, il faut dire une chose. L'absence de guerre ne traduit pas forcément la paix dans des pays comme les nôtres. Pourtant, c'était le discours pendant toute la campagne. La paix, je suis un artisan de la paix, je suis à la culture de la paix au Tchad, je voudrais qu'elle soit pérenne et durable. Et justement, lorsque de manière itérative, vous répétez, c'est que vous avez conscience que quelque chose ne va pas. Parce qu'en fait, il faut comprendre, vous ne pouvez pas axer une campagne, un programme politique sur la paix. Quand vous axez un programme politique sur la paix, c'est que vous avez conscience qu'il y a un déficit d'ingrédients qui devraient concourir à mettre en place une société paisible. Et lorsque vous avez conscience de cela, c'est pour ça que de manière itérative, vous axez tout un programme, vous en faites un pylône, l'épine dorsale d'un programme politique. Vous avez conscience, vous avez des indicateurs, parce qu'en tant que responsable, en tant que commandant en chef d'une société, vous devez recevoir les indicateurs. Et donc, c'est pas parce que il y a une accalmie, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ne disent rien que forcément tout va bien. C'est le propre des sociétés comme les nôtres. Mais seulement, il faut faire très attention. Il y a plusieurs grilles de lecture, n'est-ce pas, dans les problèmes du Tchad. C'est vrai que la manière dont le Tchad a été gouverné depuis un certain temps, il y a eu comme une patrimonisation de la société tchadienne. C'est-à-dire que pour ceux qui suivaient un peu de près, je vais dire, la vie politique tchadienne, il y a eu comme une patrimonisation, c'est-à-dire qu'il y avait comme une gestion, n'est-ce pas, un peu, je vais dire, familiale, parce que je parle d'une société que je connais. Quand vous parlez du fils d'Idriss Déby qui a pris les commandes, je peux vous en citer 4 qui sont généraux, je peux vous en citer au moins 3 qui sont directeurs généraux, je peux vous en citer, bref, qui occupent les plus hautes fonctions. Si vous prenez, n'est-ce pas, graduellement les fonctions les plus importantes, vous verrez que si ce n'est pas un beau-frère, c'est un petit frère, c'est un grand frère, c'est un fils, c'est un cousin. Il faut savoir que c'est des choses qui, à un moment donné, entraînent trop de frustration dans une société. Et c'est pas parce que les gens ne disent rien, ou alors c'est pas parce qu'ils ne parlent pas très fort qu'ils n'ont pas à dire. Parfois, les gens voient, sont frustrés et ne disent rien. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce mode de gestion d'une société porte, je vais dire, en lui-même les germes de la destruction. Parce que même si vous décidez
n'est-ce pas, de n'utiliser que les membres de votre famille pour gérer la société. Il y a deux choses. Soit vous devez entièrement céder à leurs caprices et les laisser faire tout le temps sans jamais rien dire, soit à un moment donné, vous devez frapper sur le poing sur la table pour les ramener à l'ordre, et là vous créez le risque de diviser votre propre cellule familiale. C'est ça dont il est question. Anecdote pour anecdote, je vais vous raconter quelque chose. C'est un de ses fils ou de ses neveux qui était directeur de la douane. Et pendant longtemps, l'argent de la douane était payé dans son compte personnel. Alors, il arrive que le président tchadien se rende compte, il est au courant, n'est-ce pas, de cette situation, et il signe un décret pour le limoger. Le monsieur décide de ne pas partir. On envoie les militaires chez lui. Il a sa garde personnelle qui fait face à la gendarmerie et qui repousse même la gendarmerie. Le président Idriss Déby est lui-même obligé de descendre sur le terrain pour aller déloger son petit-neveu. Et du coup, il y a une partie du clan familial qui est très remontée et estime que non, le président n'aurait pas dû le limoger. Pourtant, on a trouvé dans son bureau, et ça se passe pendant que je suis à N'Djamena, j'étais là pour une étude, on trouve dans ces bureaux une somme faramineuse dont je ne veux pas prononcer le montant ici pour ne pas... J'ai dit, on payait la douane dans son compte personnel. Il était la douane tchadienne. Lui-même, il était la douane. C'est lui qui décidait. Vous dites, j'ai 3 conteneurs. Il dit, bon, ça fait 30 millions. Ça fait... Et vous payez dans son compte. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a plusieurs anecdotes comme ça pour vous dire un peu comment la société tchadienne était gérée. Et donc, pour vous dire que quand vous gérez une société de cette façon-là, soyez-en sûr que vous allez créer des frustrations, même, n'est-ce pas, au sein de votre propre camp. Alors, est-ce qu'il y avait véritablement des frustrations au Tchad au point d'en arriver à cette situation? Parce que tout le monde a évoqué sur ce plateau les circonstances du décès du président Idriss Déby Itno restent tout de même des circonstances troubles. Il y a 2 versions qui s'affrontent autour de sa mort, mais au-delà de sa mort, est-ce que véritablement le peuple tchadien, dans son ensemble, cachait de véritables frustrations? Oui. Le peuple tchadien était mécontent de la gestion de la société tchadienne par le président Déby. Mais pourtant, le même peuple tchadien a plébiscité au premier tour. Mon frère Moutouma, le score soviétique n'est pas gage de bonne gouvernance, ni gage d'une démocratisation. Il faut faire très attention au score soviétique, comme ce que nous avions connu au Cameroun en 2018. Il faut faire très attention. Dans le cadre du Tchad, puisque nous parlons de la gouvernance Déby, il faut savoir qu'il avait 6 membres de sa famille comme étant des directeurs généraux. Il avait 4 généraux, parmi lesquels 3 généraux de corps d'armée, membres de sa propre famille. Il avait le directeur des douanes, comme étant membre de sa propre famille. Et tout ce conglomérat crée au sein de la population tchadienne des frustrations et des blessures inguérissables. Je voudrais encore ajouter ce que les gens refusent de penser ni de croire. Le procès Habré au Sénégal. Le procès Habré est une affaire qui est venue totalement diviser le Tchad. Pourquoi? Je parle de ce que je connais. Parce qu'en réalité, le président Déby qui était venu du Soudan avec certains de ses fidèles pour prendre le pouvoir entre les mains du président Habré est arrivé. Je dis plutôt le président Habré qui a pris le pouvoir et a coopté le président Déby, l'a formé, lui a même donné une femme, lui a également donné les clés de la gestion de l'appareil sécuritaire, militaire et bien d'autres. Par conséquent, aujourd'hui le président Habré, l'ancien président Habré, est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et tout ce que vous connaissez. Sauf qu'il est jugé au Sénégal et son chef d'état-major, son patron de l'armée, son exécutant principal était encore au pouvoir. Ce qui cause problème. Et dont certaines personnes au Tchad disaient qu'il est impossible d'amener le président Habré devant la barre tant que le président Déby est encore au pouvoir. Parce qu'en réalité, en tant que chef militaire, il était un exécutant. Mais ça voudrait dire que les rôles devraient être partagés. Et dont les proches discernent, parmi lesquels le commandant Mahamat qui commande aujourd'hui la branche politique des FARC est issu de la tribu d'Habré. C'est ce qu'il faut également que les gens comprennent.
C'est cette tribu-là aujourd'hui qui ne veut même pas entendre parler de Déby. Il faut également que vous le sachiez. Donc le procès Habré vient diviser totalement le Tchad. Les gens se posent la question, pourquoi les commandants militaires qui ont travaillé avec le président Déby ne sont pas déférés devant les juridictions, ni au Tchad, ni la cour spéciale créée au Sénégal pour juger ces affaires. Donc vous comprenez qu'avec ce conglomérat, et notamment le procès Habré, il était difficile pour que le Tchad s'entende. C'était compliqué. D'aucuns sont allés jusqu'à déclarer que du moment où Déby est encore au pouvoir, il n'y aura jamais un procès équitable au Sénégal. Ce qui est tout à fait une vérité. Parce qu'en réalité, le président Habré n'était pas celui qui était chargé des exécutions. Il faut l'avouer. Il avait également une armée, et notamment ce fameux DDS. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que la mort du président Déby, l'assassinat du président Déby est une perte. Non seulement pour l'Afrique, mais d'abord pour les Tchadiens. Parce qu'en réalité, j'aurais souhaité que le président Déby prenne paisément sa retraite, qu'il se mette du côté de la justice pour également répondre des faits qui pourraient lui être incomblés. Parce qu'en général, c'était lui le patron de la branche militaire de l'armée tchadienne au moment où le président Habré gouvernait. Là où il s'en va, qui ira dire quoi devant la barre? Qui a été chargé de procéder aux exécutions militaires? Qui ira dire, qui ira donner le nombre exact des personnes que la DDS a avalées pendant la période Habré? Vous comprenez à quel niveau le Tchad est divisé. Et donc, la tribu dont est issu le président Habré et le commandant des FARC aujourd'hui est la plus grande tribu au Tchad. C'est la tribu la plus peuplée au Tchad. Donc, comprenez que, avec la force du mécontentement de cette tribu, c'était compliqué pour M. Déby de gouverner le Tchad dans la tranquillité. Du moment où il n'a pas pu livrer ses compagnons d'hier à la justice. D'accord. Il apparaissait donc comme étant une personne injuste aux yeux de cette tribu et des partisans d'Habré, que certains parmi eux sont même encore au pouvoir. C'est ça, on avait. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer Idriss Déby comme étant l'injuste ou alors le partisan de l'injustice au Tchad? Lui qui se voulait être le constructeur, le bâtisseur du Tchad, ce sont les mots qu'il a employés durant la campagne présidentielle. On a eu la chance de le suivre dans plusieurs de ses meetings, tout comme on a eu la chance de suivre quelques-uns des opposants, pour ce qui est notamment de l'élection présidentielle, 3 opposants qui avaient vu leur candidature être validée par la haute autorité là-bas au Tchad, ont retiré leur candidature quelque temps avant l'élection ou au lendemain du début de la campagne, mais pourtant, ils ont appelé au boycott de cette élection présidentielle. Oui, il faut le dire, Frédéric, l'élection au Tchad a souffert de beaucoup de maux, de beaucoup de cancers. Mais il faut aussi le rappeler que, comme le disait mon prédécesseur, la longévité au pouvoir n'est pas synonyme de malgouvernance. Et nous avons par exemple le cas de la Chine qui a levé et qui s'est prononcé d'une présidence à vie de l'actuel président. Nous avons le cas de l'Allemagne où Angela Merkel, je pense qu'elle est à 25 ans déjà au pouvoir, et nous voyons l'efficacité. L'Allemagne reste la première puissance économique en Europe. Et nous pouvons citer des cas comme ça. Nous avons la reine d'Angleterre qui connaît vraiment... L'Angleterre ne connaît pas ses troubles. Plus de 67 ans au trône. Donc, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Et ici, nous sommes à la recherche de l'efficacité. Monsieur Idriss Déby, oui, certainement, peut-être un mandat de Crau qui, avec beaucoup d'épingles dans la chaussure, et bon, ce qu'on nous offre depuis hier nous laisse penser qu'il n'a pas survécu, il n'a pas eu l'anticipation de pouvoir parer à peut-être à certains signaux qui étaient déjà lancés. Et voilà, peut-être c'était prévu comme cela, sa fin. Ce qu'on doit retenir, c'est... Moi, je voudrais retenir de cet homme qui a apporté du sien pour bâtir le Tchad.
certes, il y a eu beaucoup de dissensions internes, il y a eu beaucoup de mécontentement déjà dans le clan familial, comme expliquait Kurt tout à l'heure. Et si on fait la vie politique au quotidien, je pense que c'est une étape dont la sous-région devrait préserver pour garder l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il ne faudrait pas que ce peuple baigne encore dans une guerre civile, coule du sang pour des intérêts égoïstes. Je pense que ce qui a été fait jusqu'ici, on tire des leçons, qu'on avance. Nous sommes conscients, nous Camerounais, et j'en fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la stabilité du Tchad est un gros intérêt pour le Cameroun. Moi, en tant que Camerounais, je souhaite que le Tchad soit en paix pour que le Cameroun continue d'être en paix. Je souhaite que le Tchad puisse connaître une transition paisible parce que, voyez-vous, c'est hier qu'on a proclamé les résultats. Il était encore dans une posture d'ancien président. Il n'avait pas encore prêté serment. Donc, il est important que nous tirons les leçons qui peuvent nous aider tous parce que pour Idriss Déby, ce n'était pas un béni oui-oui. Et nous connaissons tous les mécontentements qu'il a pu créer, que ce soit au niveau de ceux-là qui pensent avoir le monopole de la dictature sournoise. Et vous pouvez remarquer que c'était le tam-tam de la CEMAC. Lorsque la CEMAC avait un message à faire passer, Idriss Déby était celui-là qui disait chat, chat, chien, chien, qui n'enrobait pas ces mots d'une quelconque diplomatie. Donc vous allez constater que dans la plupart des grandes décisions, vous vous souvenez quand Christine Lagarde arrive au Cameroun pour arrive réunir la CEMAC pour la dévaluation. Vous connaissez les trucs. Donc c'était celui-là qui, derrière ses pairs, on arrivait à enrober et on lui donnait, ok, c'est toi. Donc il avait son rôle. Il était original, comme on dirait au quartier. Il faudrait tout simplement, je pense que si son fils a été choisi pour assurer cette transition, qu'on l'accompagne, qu'il puisse vraiment être au-dessus de toutes les dissensions et qu'il puisse ramener autour de la table tous les acteurs qui vont contribuer à ce que le Tchad continue d'être en paix comme elle a été depuis 30 ans et qu'elle puisse parer à tous les assauts dont elle a pu faire face jusqu'aujourd'hui. Alors vous avez parlé de 30 ans, Maître Paul Payéré, une élection présidentielle saluée par l'ensemble de la communauté africaine. Je rappelle que plusieurs observateurs étaient dépêchés à cette présidentielle. Il y a une équipe d'observateurs de l'Union africaine, il y a une équipe des observateurs du Sahel ou du G5 Sahel, si on peut l'appeler ainsi. Là-bas, il se faisait appeler le Sen Sahel. Et il y a eu des observateurs qui sont venus du Cameroun. Il y a eu des observateurs également qui sont venus de l'Europe. Bref, une élection saluée malgré les 30 ans passés à la tête du pays. Idriss Déby la remporte haut la main. On nous parle de victoire à la soviétique. Mais est-ce qu'on peut parler de victoire à la soviétique quand, dans le fond, on a une opposition en face qui est un peu dispersée et critiquée même par la population? Oui, bon, ce qu'à la soviétique, nous connaissons tous ce qui se passe avec nos dirigeants africains. C'est-à-dire, comme au Cameroun, Idriss Déby a essayé d'affaiblir l'opposition. Ça, c'est clair. Et c'est là où il y a beaucoup de mécontentement et tout consort qui a abouti, tout cela aboutit à ce qui se passe. Le score de 79,32%. Bien sûr, les observateurs étaient, parmi lesquels mon ami Jamen,
qui a fait le déplacement pour pouvoir observer. Il faisait partie des observateurs de la sous-région Afrique centrale. Tout à fait. Bon, on a pu voir des choses, mais il fallait se poser la question en face. Il y avait quelle opposition? Parce que certains opposants qui l'ont accompagné, c'est comme on peut dire, l'ont accompagné sans avoir une certaine popularité, une certaine base sur le terrain. Bon là, c'est à voir à s'interroger comment est-ce que l'opposition... Parce qu'il y a une manière pour beaucoup de nos chefs qui voudraient bien rester au pouvoir, c'est tout faire pour casser l'opposition. Affaiblir l'opposition. Pouvoir ou la faute de l'opposition elle-même qui a du mal à se structurer, à se Il y a des pratiques. On essaye d'écarter certains opposants. Parce qu'il arrive que pour certains opposants, ils sont d'abord menacés. Et pour certains, on fait tout pour qu'ils ne remplissent pas les conditions pour participer au jeu démocratique, aux élections. C'est autant de choses qui se passent. Parce que là où on se trouve, Idriss Déby, il a tellement posé des actes positifs, mais aussi beaucoup d'actes négatifs. Tout cela, avec la réunion de tout cela, une opposition, une certaine opposition se forme, et radicale, contre lui, et à la suite des rebelles. Et aussi, quand j'ai parlé tout à l'heure en me posant la question où était la France. Il a tellement posé des actes, comme disait Ngomo, c'était le tam-tam de la CEMAC, les gens parlaient sous cap et il était le porte-voix. Ça passait. Beaucoup de choses. Même quand on a voulu parler de la monnaie, une monnaie propre peut-être à la CEMAC, il a pris des positions. Donc c'est un monsieur qui était quand même courageux. Mais seulement ce qui a, comme tout le monde a pu dire sur le plateau, le népotisme. Vous lui restez au pouvoir? Le népotisme. Bon, rester au pouvoir avec sa famille. Voilà même la preuve quand qui est en train de diriger son fils. On est ici, on doit rester comme si c'était la dynastie. Déby qui doit assurer le pouvoir. Il n'y a plus autre Tchadien. Là où on se trouve, il y a une peur qui plane sur le Tchad. Parce que là, je ne crois pas que ça va se calmer sitôt. Et ça nous fait peur à nous. Parce que vous voyez des populations qui ont traversé pour tomber du côté camerounais. Avec la menace Boko Haram, vraiment, les chefs de l'État et toute l'armée, on doit être très vigilants. Sans ça, ça peut s'aimer des troubles terribles. Et vous savez, quand on me pose la question, où est la France? Ils disent, vous vous rappelez de l'histoire de l'arche de Zoé. Je crois que c'était sur lui qu'il a pu faire condamner les auteurs qui étaient en train d'exploiter et amener des enfants. Il a pu faire juger ces gens et condamner sur son terrain, sur son territoire, ce qui lui a valu une certaine haine de la puissance colonisatrice, parce que je crois que c'était au temps de Sarkozy. Sarkozy n'a pas vu cela d'un très bon œil. Bon, par la suite, avec la solidarité de l'Occident, et voyant qu'à un certain moment, tel veut tellement dire des choses, ou même être courageux à leur répondre de manière frontale, il y a lieu de pouvoir le lâcher. Et cela se dessinait quand ils ont commencé à dire à leurs concitoyens ressortissants de prendre des distances. Donc ça veut dire, quand on va creuser cette histoire, il y a un complot qui a été ourdi contre Idriss Déby. Et voilà l'un des panafricanistes à sa manière, parce que panafricaniste, chacun le fait à sa manière. Il y en a qui sont panafricanistes qui peuvent savoir que on ne doit pas tellement s'éterniser au pouvoir, on peut aussi préparer la relève. Je crois qu'il n'a pas rêvé à ça. Même quand son fils a pu lui dire 6e mandat c'est trop, il n'a pas pu comprendre. Il a continué pour gagner à la soviétique, comme on le dit. Il sait comment il a mis ces choses, même si les observateurs arrivent. Quand vous avez affaibli l'opposition en face, vous êtes avec des accompagnateurs. Vous vous attendez à quoi? Vous allez battre le record. Vous allez vous retrouver avec 79,32%. C'est autant de choses que nous devons dénoncer et dire aux présidents africains de ne pas tellement s'éterniser au pouvoir. Quand on prend déjà 2, 3, 4 mandats, et pourquoi me lever le verrou de limitation de mandat? Parce que la plupart arrivent au pouvoir, lèvent toujours ce verrou, et s'éternise, et par la suite, ça devient gênant pour beaucoup de citoyens. Alors, il a certes levé la limitation des mandats, Edmond Kouyaté, mais au-delà de cela, est-ce qu'on peut considérer Idriss Déby comme étant le bâtisseur de N'Djamena ou le bâtisseur du Tchad? C'est un peu discutable tout ça. Bon, disons quand même que il a pris le pouvoir en 90. Il prend le pouvoir quand
Le Tchad est un pays complètement déstructuré, pas près de 15 ans de guerre, parce qu'il faut savoir qu'à partir de 1975, après l'assassinat de Tombalbaye, je crois, il y a eu un conseil militaire de transition qui se forme, et en 1979, je crois que c'est là où Hissène Habré rentre en jeu, et puis à partir de 80, c'est Hissène Habré, la guerre continue jusqu'en 89, où Idriss Déby revient, n'est-ce pas, de la France, avec l'appui de l'armée française, et il y a un combat entre 88, très acharné entre 88 et 89, parce que lui-même il est parti du Soudan, aidé par le Soudan, parce qu'il est Zagawa. À l'époque, on accusait Hissène Habré de beaucoup persécuter. Il faut dire qu'entre 90 et jusqu'à 2000, jusqu'en 97, date à laquelle on commence à exploiter jusqu'en 8, je crois c'était en 98, 99, quand on lance le pipeline Tchad, le pipeline Tchad Cameroun. Et à partir de 2000, 2003, quand on lance l'exploitation du pétrole, véritablement il y a une manne pétrolière qui tombe. Est-ce qu'il a vraiment utilisé l'argent de cette manne pétrolière à bon escient? C'est discutable. Parce qu'aujourd'hui, après avoir... Vous allez au Tchad, vous voyez quelques routes goudronnées, mais aujourd'hui, il n'y a même pas le socle, le début d'un tissu industriel au Tchad. Je vais dire qu'il y a encore des problèmes basiques. Au Tchad, vous avez l'électricité. Bon, pour les Camerounais qui se plaignent beaucoup, faites un tour au Tchad. Vous allez adorer votre Cameroun. On a le Tchad. Le rationnement de l'électricité est très grave au Tchad. C'est-à-dire, vous savez que vous avez l'électricité 3 heures par jour. Ça vous suffit. Vous projetez tout sur 3 heures par jour. L'eau, on n'en parle pas. C'est pas une denrée communément partagée. Et donc, vous avez Idriss Déby s'en va, il a géré 50 000 milliards du pétrole en près de 10 ans. Est-ce qu'il a laissé un début d'industrie? Rien, il n'y a rien, aucune société de transformation, aucune société d'État. Il n'a même pas encouragé la mise en place d'un secteur privé solide. Donc voilà, c'est une société. Vous savez, lorsqu'il y a eu la première conjoncture, comme vous l'avez dit, il était ici au sommet extraordinaire de N'Djamena avec Christine Lagarde. Il était le plus furieux, oui, justement parce qu'il était aussi le plus touché. Vous savez que le pétrole, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas réussi à diversifier, n'est-ce pas, l'économie tchadienne. Il aurait pu utiliser la manne pétrolière pour essayer de diversifier l'économie, parce que vous savez que le Tchad est très grand. Donc s'il lançait l'agriculture, ça aurait pu faire beaucoup de bien à cet État. Et donc, il n'a pas su le faire. Le pétrole continue d'être à 80% responsable du budget du Tchad. Et donc, lorsqu'il y a un petit choc pétrolier, le Tchad le ressent très rapidement. Vous savez, vous avez suivi que c'est le Cameroun qui a dû donner un peu d'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires parce qu'ils étaient en cessation de paiement. Donc, lorsqu'il y a la moindre petite conjoncture, le Tchad tombe très vite en récession. Oui, parce que bon, c'est une économie qui n'est vraiment pas très structurée. Alors qu'il y a eu de quoi le faire, c'est parti dans la gabegie, la famille et tout cela. Et donc, c'est un peu ça le problème. Mais ce qu'il faut dire beaucoup plus, c'est que Idriss Déby, on le savait, il était un peu comme l'as du cœur, n'est-ce pas, je vais dire, de la force française en Afrique. Il était un peu comme l'as du cœur. Et depuis un certain temps, il manifestait des velléités panafricanistes. C'est lui qui prenait le devant pour parler du franc CFA. C'est lui qui prenait le devant pour... il a fait une interview avec une chaîne consoeur à vous, RFI, pour ne pas les citer, RFI France 24, où il a dit ouvertement certaines pratiques qui donnaient froid dans le dos. Il a dit, moi je ne voulais plus me représenter, c'est Paris qui m'a demandé de me représenter, ils m'ont envoyé un constitutionnaliste que je n'avais pas demandé, il est venu me dire, voilà la nouvelle constitution, j'ai levé le rouge. Ça, c'est des choses pour le dire, il faut savoir... Il faut savoir porter les gants. Alors, il a dit ça comme ça. Et donc, Paris commençait à se poser des questions. Alors, parce que, dites-vous très bien, regardez un peu le scénario. Si on fait une analyse géostratégique de la situation, le Tchad a 2 bases militaires.
une première base militaire qui est la base militaire qui est au cœur de N'Djamena, et il y a une base militaire, la force Barkhane, qui est normalement supposée contenir toutes les velléités terroristes qui viennent de la Libye après la chute de Kadhafi. Donc c'était pour ça qu'on avait mis Barkhane, parce qu'on s'était rendu compte que beaucoup de rebelles partaient de la Libye. Alors, lorsque la première rébellion commence, lorsque les FARC commencent, et justement leur base c'est en Libye, le général Haftar, qui est l'homme fort en ce moment de ce côté de la Libye, commence à bombarder les bases des rebelles. Alors, il bombarde les bases des rebelles plusieurs fois, ce qui les déstabilise. Ça permet à M. Déby de respirer un peu. Alors, au jour d'aujourd'hui, stratégiquement, d'où vient le malheur de Déby? Est-ce que ça vient de la France? Est-ce que ça vient de la Russie? Ça, c'est à se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'il a égratigné Poutine un peu en Centrafrique. Lorsque Poutine décide de mettre de l'ordre en Centrafrique, le plus grand support des rebelles vient du côté du Tchad. Et ça, Poutine ne l'a pas aimé. N'a pas aimé du tout. Et lorsque ça a commencé, on a vu que le général Haftar a signé un accord de paix avec n'est-ce pas, le chef de la rébellion, M. Mahamat, a dit. Il a signé un accord de paix avec lui et donc il ne l'agressait plus. Et le gars a eu une base très solide à partir de la Libye et il a eu des armes très solides. Ça, je dois vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'armée tchadienne puisse contenir, n'est-ce pas, la rébellion. Non, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont une puissance de feu, mais alors une puissance de feu terrible. Si vous savez la puissance de feu qui a aidé Assad à rester au pouvoir en Syrie, vous allez comprendre de quoi est formée cette rébellion. Ils ont une puissance de feu, mais alors terrible. Il disait tout à l'heure qu'ils ont avancé sans grande résistance, mais parce que justement, la puissance de feu ne permettait pas à l'armée de leur tenir tête. Et donc, lorsque vous allez égratigner quelqu'un comme Poutine en Centrafrique, avec une rébellion que vous soutenez dans un pays où lui, il veut mettre de l'ordre, alors que vous savez que c'est le même Poutine qui est le bras fort du général Haftar en Libye, alors il peut vous montrer à quoi ressemble une vraie rébellion. Et c'est pour ça que vous avez vu une rébellion qui était dispersée, qui n'était pas très structurée, qui n'était pas très solide, qui n'avait pas une puissance de feu très solide. En quelques jours, la situation s'est renversée, ils ont eu une puissance de feu terrible, et donc il faut aller se poser les questions. Et pourquoi est-ce que Barkhane n'a pas joué son rôle pour contenir justement cette rébellion? Barkhane, qui est supposé localiser, n'est-ce pas, les positions des rebelles, au moins jouer un rôle logistique, c'est-à-dire donner la position des rebelles. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont laissé faire. Est-ce qu'il y a eu soit une menace, n'est-ce pas, du Kremlin en disant à la France, si vous vous mêlez de cette histoire, nous foutons le bordel dans votre triangle géostratégique. Parce que vous savez que la France a un triangle géostratégique qu'il préserve dans le Sahel, c'est-à-dire la Mauritanie, le Mali et le Niger. Et donc la France ne peut pas accepter que Poutine aille foutre le bordel là-bas, parce que Poutine en a les capacités. Depuis que Poutine s'est installé en Centrafrique, ça devient très compliqué pour la France. Vous avez vu qu'en 2 jours, il a obtenu ce que personne n'a jamais pu obtenir contre la France en Afrique. Interdire le survol du territoire centrafricain à la France, ça, il faut être Poutine pour le faire. Et donc, en allant s'attaquer un peu à Poutine en Centrafrique, j'ai trouvé que c'était trop risqué, n'est-ce pas, pour Monsieur Déby. Alors, aujourd'hui, Déby n'est plus là. Malheureusement, il passe de vie à trépas. On doit pouvoir retenir pas mal de choses de ce monsieur-là. Certains le considèrent comme étant un bâtisseur, le considèrent comme étant un dictateur. Vous nous dites qu'Idriss Déby est un dictateur? Dire aujourd'hui que le président Déby est un dictateur, c'est être un peu excessif. Il suffit d'abord d'analyser sous quel angle est-ce qu'on peut définir quelqu'un d'un dictateur. Est-ce que le dictateur est celui qui verrouille tous les instruments de démocratisation de son pays? Est-ce qu'un dictateur est celui-là qui donne de l'eau à boire, qui donne de l'emploi, qui fait fréquenter ses hommes, du moins sa population? Donc, le mot dictateur peut être différemment interprété. Mais néanmoins, ce qu'on doit retenir, c'est que certains chefs d'État, du moins ceux de l'Afrique, ou même de l'Afrique centrale, n'ont pas compris une chose. Après la Révolution française, 18e siècle, la Révolution anglaise, 17e siècle, la Révolution américaine, 18e siècle, la révolution burkinabé qui s'est passée il y a de cela quelque temps. Ceci
devrait permettre au chef d'État de savoir qu'en réalité, la puissance militaire, les chars d'assaut, les missiles anti-aériens ne sont pas là pour se maintenir au pouvoir et ne pas s'occuper de sa propre population. Mais que ces armes-là servent effectivement à la défense du territoire national, à la dissuasion et même à l'invasion, comme nous avions souvent observé dans le cadre des pays occidentaux, comme la France dont certains citent ici. Et donc certains chefs d'État n'ont pas compris cela et utilisent ces armes-là pour intimider les acteurs qui peuvent prétendre au pouvoir. Ça devient très compliqué. Et donc aujourd'hui, le seul mode de dévolution, de conservation et de pérennisation du pouvoir reste le mode démocratique. Et pour emprunter ce mot, il faut être capable également de remplir les conditions de la démocratie. Idriss Déby disait avoir rempli toutes les conditions de la démocratie, qu'il est d'ailleurs le père de la démocratie au Tchad. Parce qu'en réalité, même le président de fait actuel au Cameroun vous a toujours dit qu'il est le père de la démocratie. Sauf qu'aujourd'hui, on constate ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. On constate la crise post-électorale de 2018. On se rend en évidence que le Cameroun est autre chose que la dictature. Si on voudrait transposer sur le cas du maréchal Déby, il y a lieu de se poser plusieurs questions. La démocratie n'est pas seulement le fait de l'alternance. Être démocratique, c'est également respecter le droit des citoyens. Le droit à la santé, à l'éducation, à la nutrition. Tous ces droits dont le peuple a besoin. Et donc, si vous avez la manne pétrolière réservée uniquement à votre famille, si la redistribution des richesses du sol et même du sous-sol n'est pas équitable en fonction des habitants sur votre territoire, vous n'êtes pas un démocrate. Il faut le dire. Si vous avez 6 généraux qui appartiennent à votre famille, vous avez 4 directeurs généraux de votre famille, vous êtes incapable d'offrir de l'emploi à votre propre population qui est instruite, ça devient un problème. Là, vous êtes dictateur. Il faut également le dire. Parce que je vais vous dire une chose, ce que certaines personnes ne savent pas. J'étais à l'université de Yaoundé avec certains Tchadiens. Ils sont catégoriques, ils ne veulent pas de Déby. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ont fait le concours d'entrée à la police avec le baccalauréat, officier de police. Jusqu'en 2014, ils n'étaient pas intégrés, alors qu'ils ont réussi ce concours en 2009. Posez-vous la question. D'aucuns disent que la fonction publique au Tchad n'est pas directement. C'est-à-dire que vous n'allez pas directement intégrer la fonction publique au Tchad. Même si vous réussissez le concours, vous partez faire la formation, vous revenez au quartier. Malheureusement, ce sont des enfants des plus riches, des enfants de militaires, puisqu'il faut dire que le Tchad est un état policier. Il faut le dire. Ce sont des enfants des hauts gradés qui se retrouvent à la fonction publique et pourtant ils n'ont même pas fait de concours. Vous qui avez été à l'école de formation, vous êtes au quartier et les bien élus sont à vos places. Donc lorsqu'on résume tout ce conglomérat-là, il y a lieu de se poser la question si réellement M. Idriss Déby est un démocrate. Le démocrate n'est pas celui qui se place devant les antennes de télévision, de radio et fait des déclarations fracassantes. Ce n'est pas ça le démocrate. Si tel était le cas, c'est qu'aujourd'hui on n'en parle pas, qu'on ne parle pas de M. Déby. Si c'était le cas, c'est qu'aujourd'hui on ne parle pas de Compaoré. Si c'était le cas, c'est qu'aujourd'hui on ne parle pas peut-être même du président Gbagbo. Si c'était le cas, c'est qu'on ne pose même pas la question à la France, à savoir est-ce que vous êtes un État démocratique. Donc pour résumer, et je voudrais chuter par là, pour dire qu'aujourd'hui, la forme de gouvernance, néanmoins le régime qu'a incarné le président Déby, pour qualifier de dictature ou alors de démocrate, il faut d'abord faire une analyse en profondeur. Et si je voudrais encore dégager une conclusion par rapport à ce que je viens de faire, se dit tout simplement que le Tchad sous les Déby n'était pas un État démocratique. Parce que si c'était un État démocratique, je puisse vous assurer qu'il n'y aurait pas eu une succession de rébellions. 2008, une rébellion encercle le palais. C'est la même France que vous dénoncez ici qui vient tirer à partir des hélicoptères, tirer sur la rébellion pour qu'elle rentre sur sa base. 2019, c'était le cas.
Même en l'an 2000, pour ceux qui connaissent bien l'actualité tchadienne, c'était le cas. Vous vous rendez en évidence. Comment peut-on qualifier un État de démocrate, un État comme l'État celui bien démocratisé, et avoir autant de mouvements politico-militaires? Est-ce que c'est toujours pour la recherche du pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas un autre mode de dévolution du pouvoir? Est-ce que les instruments d'alternance ne sont pas verrouillés au point où le seul mode d'alternance ne peut être que la force? Il faut donc se poser toute cette question. Parce que lorsqu'on est un État démocratique, on peut également empêcher à une rébellion d'avancer. Même pas de négociations. C'est pourquoi à un moment donné, j'ai dit non. M. Barbeau a fait un grand travail. Parce que malgré tout, il est allé sur la même table avec Soro. Il a négocié du moins une petite condition pour la paix. C'est également ça le trait d'un bon démocrate. Donc en réalité, le Tchad n'était pas aussi un État démocratique tel que vous pouvez penser. Alors est-ce que ce n'est pas une affaire également de culture, la série des successions de rébellions dans ce pays de l'Afrique centrale, hein, au nord du Cameroun, ou à l'extrême nord du Cameroun, c'est un pays voisin. Il y a des rebelles en permanence. Pratiquement les présidents qui sont arrivés au pouvoir au Tchad sont toujours passés par des rébellions. On a peut-être connu une cassure avec Idriss Déby qui a su contenir ces rebelles à un moment donné, mais finalement les rebelles sont restés jusqu'à sa mort. Monsieur Frédéric, je ne veux pas m'improviser historien des circonstances. Je voudrais tout simplement, au vu de l'argument de mes copanélistes, dégager une certaine pertinence par rapport à l'intervention de M. Kouyaté tout à l'heure. Pour revenir à l'intervention de mon compatriote du MSC, je pense que, au vu de ce qu'il vient de développer, il témoigne devant le monde entier que le Cameroun est un exemple de démocratie. On ne parle pas contre le Cameroun. Oui, de tout ce qu'il vient de citer, vous voyez que c'est diamétralement opposé avec ce que le contexte camerounais, sur le plan éducationnel, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, et tout ce qu'il a pu citer. Je voudrais dire, pour revenir à votre question, je pense que le maréchal Idriss Déby a fait ce qu'il pouvait faire. En 30 ans de pouvoir, je pense que ce soit la lutte contre... Est-ce qu'il ne s'est pas un peu vu super-homme dans l'environnement qui était le sien, et notamment en prenant, j'ai envie de dire, ce grade de maréchal? Vous savez, il y a... Chaque être humain a ses vices. Et si l'appellation, le grade de maréchal avait trouvé que ça sciait à sa personne, je pense qu'il est parti étant fier d'avoir abhorré ce grade-là et cette appellation. Et voilà, je pense que s'il fallait dessiner le film de sa disparition, nous, on serait en train de s'en plaindre aujourd'hui, mais il serait le plus fier parce qu'il a voulu que ce soit ainsi. Et les grands hommes ont quelque chose parfois de magique dont vous n'arrivez pas, qui relève du commun des mortels. Je pense que ça, beaucoup trouveront qu'il a été, il s'est senti immortel, il s'est senti super puissant, mais l'efficacité avec laquelle il a conservé le Tchad pendant 30 ans et dans une avancée plus ou moins, lorsque vous suivez les uns des autres qui ont eu à faire des tours en N'Djamena, je pense que le Tchad il y a 30 ans n'est pas le même aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu beaucoup d'évolution et je pense que le Tchad avançait à son rythme. Maintenant, les dissensions internes sur le plan politique, social et autres en existent partout. Nous avons suivi la dernière élection aux États-Unis et il restait tout simplement que les uns et les autres portent les armes. Et l'espoir que le Cameroun a réussi, c'est déjà... je pense que voilà ce qui a manqué un peu, si je peux me permettre de le dire à Idriss Déby, d'avoir des institutions républicaines. Parce que ça aussi, il est bien beau de pouvoir affronter tout ce qu'il a pu faire au niveau de la lutte contre Boko Haram, des groupes rebelles et autres, mais il faut avoir cette lecture, de pouvoir prévoir, de pouvoir anticiper. Et c'est le cas du Cameroun. Lorsque vous allez compter le nombre d'unités d'élite, bien avant, nous comptions avant, nous n'avions que l'armée de terre, qui était l'armée mère, qui est même celle qui est la mère des armées.
En un laps de temps, nous avons connu le BI, nous avons connu des unités spécialisées. Quand vous allez à la police, on va vous monter des unités qui sont prêtes. Il y a les mêmes unités pratiquement au Tchad, hein? Oui, il y a les mêmes unités. La guerre aujourd'hui, l'intelligence militaire aujourd'hui, elle n'est plus que physique. Elle est d'abord plus qu'intelligence. Il faut pouvoir avoir la capacité de pouvoir anticiper pendant une certaine période et former les hommes pour. La guerre aujourd'hui, elle est intelligente. Elle n'est pas celle de bombarder, d'avoir telle arme la plus lourde. La guerre aujourd'hui, elle est plus intelligente, elle est plus numérique, elle est plus... On a aujourd'hui des États comme les États-Unis, Israël, qui peuvent livrer une guerre pendant des années sans perdre, sans avoir un seul soldat au fond, et qui peuvent détruire des nations. Voilà là où on est en train de tendre aujourd'hui. La guerre, ce n'est plus d'avoir des hommes qui vont descendre, qui vont tirer, qui vont mettre qui vont porter des canons et autres, qui vont avoir des chars. Non, ce n'est plus ça la guerre aujourd'hui. La guerre, et aujourd'hui, je pense que le Cameroun est en train de s'update pour pouvoir s'arrimer au niveau des armes conventionnelles internationales. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'intelligence déployée, quand vous prenez que ce soit au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau des services même de renseignement et autres, vous êtes satisfait, vous êtes fier d'être au niveau même des renseignements. Parce qu'aujourd'hui, il faut l'avouer, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais le Cameroun tient presque le renseignement de toute la CEMAC. Donc, je pense que c'est vers là où nous sommes en train de tendre. L'évolution militaire aujourd'hui n'est plus celle qu'il faut fabriquer, des armes qui peuvent bombarder, qui peuvent tuer. Mais c'est de pouvoir anticiper, de pouvoir étudier les comportements, de pouvoir s'auto-déterminer, s'auto-discipliner, être indépendant militairement, je veux dire. C'est-à-dire avoir une certaine capacité de renseignement, une certaine capacité de pointe au niveau même de l'armement qui permet en sorte qu'on puisse anticiper un certain nombre de conflits internes et pour préserver ce donc mon compagnoniste l'a dit tout à l'heure, la paix n'est pas gage de l'absence de guerre. Voilà, n'est pas l'absence de guerre. Je pense qu'il faut de plus en plus aller dans le sens de pouvoir former les hommes pour pouvoir être aptes à anticiper tout éventuel trouble qui pourrait se présenter. Alors, quelqu'un évoquait la question du panafricanisme. Hein. Je voudrais qu'on s'appesantisse un peu là-dessus. Idriss Déby, le panafricaniste, ça sonne bien? Oui. Ça ferait bonne presse pour sa mémoire, pour les livres d'histoire aujourd'hui en Afrique centrale? Oui, bon, je peux dire panafricaniste à son niveau, parce que certains actes qu'il a pu poser démontrent que c'est quelqu'un qui, parce que qui dit panafricaniste, il dit quelqu'un qui normalement voudrait voir une Afrique libre. C'était son souhait. Il a dit dans son dernier discours de campagne, le 9 avril dernier, au stade de Ouria à N'Djamena, si notre génération a échoué, la vôtre, et il s'adressait à la jeune génération tchadienne, vous n'avez pas droit à l'échec. Tout à fait. Je crois qu'avoir tout ce que nous avons vu de ce grand leader, quand je dis que panafricanisme, à son niveau, bon, on peut avoir des torts. Nous n'est pas fait. Mais déjà, il y a les germes du panafricanisme en ce monsieur. Parce que même s'il est allé... Pourquoi seulement maintenant, à ce 6e mandat pratiquement, ou à la fin de son 5e mandat, qu'il se découvre l'âme du panafricain? Oui, bon, toute l'erreur qui peut arriver, des petites erreurs qu'il a pu commettre, ou des erreurs qu'il a pu commettre, c'est juste sur le plan de l'intéressement à la famille, sans tellement couvrir tout le monde. Parce que, comme on le dit, nous constatons le Tchad, c'est un pays toujours en guerre. Et qui dit guerre, souvent, c'est déjà dans des conditions assez misérables. Vous savez, la population tchadienne se déporte plus vers le Cameroun comme les Centrafricains. Donc tout cela, à cause de l'instabilité permanente, et cette instabilité souvent ses racines dans la misère la plus totale. Parce qu'on le dit bien, au Tchad, ça se passe, mais c'est pour quelques gens. C'est vrai, ici même, tout le monde n'est pas à l'aise. Bon, peut-être le Tchad, ou bien c'est plus grave que le Cameroun. Donc, il est panafricaniste, mais il n'a pas pu bien
incorporer les choses au point que de mettre sa population à l'aise. Parce que qui dit panafricaniste, on voudrait sortir de la domination occidentale pour pouvoir nous-mêmes nous gérer d'une manière propre. Et nous gérer d'une manière propre ne veut pas toujours dire peut-être on doit rester éternellement au pouvoir et poser des actes qui ne tiennent pas tellement. À un certain moment, il faut savoir quand le peuple peut te dire partez. Il faut partir. Vous vous dites que le peuple a demandé à Idriss Déby de partir. Nous, au Tchad, nous avons vu tout le contraire. Oui. Que ce soit dans les autres localités. Parce que c'est le score qui vous intéresse. Dans le meeting, ce peuple exultait pour Idriss Déby Itno. Lui recommandait même pratiquement ce 6e mandat. Mais pas tout le monde. Vous voyez aujourd'hui quand même la rébellion arrive, quels sont ceux qui donnent l'eau à la rébellion? Quels sont ceux qui donnent l'eau à la rébellion? C'est-à-dire il est entré, c'est comme l'accès de Jésus, l'accès triomphal de Jésus à Jérusalem, avant sa crucifixion. Il arrive, la foule crie, et peu de temps après, la foule se retourne contre lui. Donc c'est à peu près un cas similaire. Mais si la foule se retourne contre, une partie de la foule, se retourne contre Idriss Déby, parce que avoir l'accueil que les populations, une certaine partie, une frange de la population a réservé aux rebelles, on comprend quelque part, même si le score à la soviétique est là, il y a une partie des Tchadiens qui n'étaient pas d'accord avec Idriss Déby. Et c'est cette population qui ouvre les bras et accueille bien ces rebelles. Et c'est pourquoi ils continuent à dire, on a peur, parce que comme les rebelles ont presque un boulevard pour entrer, on ne sait pas ce qui va se passer ces jours-ci au Tchad. Et nous-mêmes au Cameroun, nous sommes inquiets. Parce que beaucoup certains politologues ont bien attiré l'attention que ces jours, il faudrait qu'on fasse très attention et que les autorités camerounaises prêtent un regard assez attentif par rapport à la situation qui se déroule là-bas. Alors, nous sommes à un jet de pierre par rapport à ça. Je rappelle que le président Paul Biya a adressé un message de condoléances au peuple tchadien. Et pour ce qui est des cérémonies officielles d'obsèques, elles vont se dérouler de jeudi à vendredi prochain au Tchad. Ces cérémonies vont débuter en N'Djamena, la capitale, jeudi précisément, avec l'arrivée des différentes délégations. Et le vendredi, ce sera essentiellement consacré à l'hommage de la nation tchadienne à Idriss Déby Itno, le maréchal Idriss Déby Itno, comme là-bas on l'appelle Midi, maréchal Idriss Déby Itno. Et dans la foulée de cette cérémonie, qui sera articulée de plusieurs séquences, sa dépouille sera transmise à sa famille, qui devra la conduire par avion dans son village natal pour la cérémonie d'inhumation, qui se fera dans la stricte intimité familiale. Mais avant, on doit pouvoir se dire qu'il y a quand même des conséquences liées à la situation actuelle aujourd'hui de ce qui s'est passé au Tchad. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir attendre? Doit-on se dire que finalement le Tchad est rentré dans cette spirale de violence nouvelle avec l'incursion de ces rebelles et d'autre part la mise en place du conseil militaire de transition? Mais il va avoir des conséquences à plusieurs dimensions. D'abord, il va avoir des conséquences à plusieurs dimensions. La première conséquence, ce sera sur le plan interne. Pourquoi est-ce que sur le plan interne? Vous allez vous rendre compte que l'armée tchadienne, ce n'était pas une armée qui était véritablement gérée par un état-major. L'armée tchadienne, c'est une armée qui s'est formée au fil du temps, à coup de ralliement, c'est-à-dire anciens rebelles, menaces rebelles, et puis on rallie l'armée plus tard. Donc, c'était pas une armée qui était véritablement placée sous l'autorité d'un état-major de manière structurée et encadrée. C'était une armée qui était un peu gérée directement par un homme qui s'appelait Idriss Déby Itno, qui l'a constitué lui-même au fil des ans, comme je le disais, à coup de ralliement. Donc c'est beaucoup plus des anciens rebelles, et puis il savait comment les réinsérer socialement lorsqu'ils prenaient de l'âge, des généraux qui devenaient des administrateurs, qui prenaient de l'importance dans l'administration. Et donc, aujourd'hui, cet homme étant parti, il constituait à lui seul le lien, le ciment qui structurait, qui maintenait tout ce bloc ensemble. Aujourd'hui qu'il est parti,
il est fort possible que cela crée que cela s'effrite, que toute cette structure-là s'effrite, s'émiette, et que les uns et les autres ne s'entendent plus. Parce que, il n'y a pas comme une certaine doctrine qui constitue l'armée tchadienne. C'est beaucoup plus le ralliement à un homme, à un individu, à l'homme Idriss Déby Itno. Et donc, cette société-là, à laquelle il s'est identifié personnellement aujourd'hui, court le risque, n'est-ce pas, un peu d'aller dans tous les sens. C'est pour ça que je crains, je me demande si son fils Mahamat sera à la hauteur. Je me demande s'il sera à la hauteur. Et également, ce qu'il faut craindre, est-ce que, je vais dire, cette armée-là, aujourd'hui, qui va se déstructurer comme ça, sera à même de freiner l'avancée des rebelles. Parce que, comme je l'ai dit, les rebelles sont armés, mais alors ils ont une puissance de feu qui fait pâlir tous les démons de l'enfer. Je vous dis, parce que je les ai suivis un peu. Et donc, est-ce qu'ils vont pouvoir les contenir? Alors, si aujourd'hui, les rebelles, comme déjà le chef rebelle l'a annoncé, il a dit qu'il ira déloger, n'est-ce pas, le conseil militaire de transition, il ira les déloger. Et il en a les capacités. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on s'est rendu compte que ce qui a renforcé également la rébellion, ce sont beaucoup de défections, ce sont les défections qu'on a assistées au sein de l'armée et qui ont rallié, n'est-ce pas, cette rébellion-là. Si ça continue, si aujourd'hui l'homme Idriss Déby Itno, qui était le ciment, qui était le lien entre tous ces gens-là, est en partie, si les défections continuent, ça veut dire que l'armée tchadienne va tomber. Et donc les rebelles vont entrer, ils vont prendre définitivement la capitale. Si c'est le cas, que va devenir dans le Tchad va tomber dans une spirale, comme vous l'avez dit, il va retomber dans cette spirale de violence-là, parce que le temps que ces rebelles-là, qu'ils mettent en place leur structure, c'est certainement une autre dictature qui va se mettre en place, parce que croyez-moi, personne ne va former une rébellion pour venir dire, parce que ça coûte de l'argent, c'est beaucoup de contrats, c'est beaucoup d'accords que vous signez pour que les gens vous soutiennent. Le chef de la rébellion, on sait la vie qu'il menait en France. Il est en France depuis 88, je crois, depuis 88. On sait la vie qu'il menait, il n'était rien. Donc il n'avait pas de moyens pour se constituer tout ce qu'il a comme armement. Donc il est soutenu par quelqu'un et pour quelque chose, il y a une contrepartie. C'est pas en 5 ans qu'il va rembourser cela, c'est pas en 10 ans qu'il va rembourser cela. Donc lui-même va installer une dictature, n'est-ce pas, sur le sol tchadien. L'autre conséquence immédiate, c'est comme je l'ai dit, le Tchad constitue une espèce de digue, n'est-ce pas, dans l'avancée terroriste dans le Sahel. Vous savez que le G5 Sahel, le Tchad jouait un rôle important dans le G5 Sahel. Aujourd'hui, que l'homme Déby n'est plus là, l'homme Déby qui était, n'est-ce pas, un peu l'homme de tous les fronts, l'homme qui savait un peu manager son armée, les déployer, qui savait les déployer, aujourd'hui qu'il n'est plus là, que devient le G5 Sahel avec ce maillon important qui est le Tchad, ce maillon important qui va un peu dégager de la chaîne, que devient le G5 Sahel? Et alors, si Déby n'est plus là, vous voyez que Déby lui-même est déjà une conséquence, parce que la chute de Déby, c'est la conséquence indirecte de la chute de Kadhafi. Alors la première digue, n'est-ce pas, par rapport à l'avancée terroriste, c'était Kadhafi, parce que c'est quand Kadhafi tombe qu'il y a un foisonnement de terrorisme dans cette zone-là. La Libye devient un terreau propice, n'est-ce pas, pour la poussée terroriste dans la sous-région. Et c'est de cette Libye que la rébellion est partie pour aller renverser maintenant Idriss Déby Itno. Et aujourd'hui, vous savez très bien que le Soudan, c'est ça le problème. Est-ce que si effectivement le nouvel homme fort qui arrive aujourd'hui, s'il s'installe et qu'il a été, comme je le soupçonne, appuyé, n'est-ce pas, par Poutine, qu'est-ce que va devenir la force française dans cette zone-là? Et donc ça va créer un désordre tel que même nous allons le ressentir. Parce qu'il ne faut pas également oublier que Idriss Déby était un peu comme le gendarme du grand bassin du lac Tchad où le Nigeria a échoué, et il ne restait donc plus que le Cameroun. Parce que la task force qui avait été mise en place, c'était véritablement l'homme fort de cette task force, c'était le Tchad. Et donc il y avait également le Cameroun qui suppléait un peu le Tchad. Le Nigeria avait complètement abandonné la zone. Donc l'armée nigériane avait complètement abandonné. Aujourd'hui, avec la mort de Idriss Déby, que devient le bassin du lac Tchad? Même nous ne sommes pas à l'abri. Et donc, si jamais un groupe terroriste comme Chekaou le fait tout le temps avec ses hommes, s'il trouve aujourd'hui, avec la mort de Déby,
dit que le lac Tchad devient un terreau propice pour leur éclosion et qu'ils se mettent là-bas pour former une base, ça va compliquer la tâche à l'armée camerounaise. On devra déployer des troupes supplémentaires pour aller faire le travail que Idriss Déby Itno, lui, il faisait. Donc, les nouvelles personnes, les nouvelles autorités tchadiennes devront être préoccupées à faire autre chose plutôt qu'aller jouer les gendarmes que Idriss Déby Itno menait. Et donc, ça va créer un petit, je vais dire un petit bordel, excusez-moi le terme, mais ça va créer un petit bordel, n'est-ce pas, dans toute cette zone-là, d'abord dans le G5 Sahel, ensuite dans le grand bassin du lac Tchad, et pour finir dans toute la région. Alors c'est pratiquement un désordre, un chaos qui se profile à l'horizon avec la mort d'Idriss Déby Itno. Le Cameroun, vous l'avez dit tout à l'heure, doit pouvoir craindre. Maintenant qu'Idriss Déby n'est plus là, le gendarme d'hier face à Boko Haram, face à AQMI dans le Sahel, on est dans une spirale de violence. Oui, c'est une réalité. Nous sommes dans une spirale de violence. Mais cette spirale, nous pouvons toujours la sortir. Parce que ce n'est pas une fatalité. Le grand gendarme n'est plus là. Il faut également savoir que lorsque vous parlez de M. Idriss Déby comme étant le grand gendarme, moi je ne suis pas partisan de cette logique. Parce qu'en réalité, nos armées sont structurées d'une manière ou d'une autre. Par exemple, l'armée camerounaise, c'est une armée d'une manière ou d'une autre qui a un petit socle. Il y a, dans la sous-région, il n'y a que la Centrafrique qui aussi encore. Au Congo, dans l'Afrique centrale, c'est une armée structurée. On peut encore prendre la RDC, c'est une armée structurée. Si on prend même le Nigeria, c'est encore une armée structurée. Mais sauf que la capacité de déploiement, la capacité d'entraînement, le moral des troupes sont un peu très différents. Comparé à l'armée dont M. Idriss Déby tenait, c'était des hommes prêts à tout faire. Ils sont des hommes prêts à tout faire. Maintenant, qui sera là pour booster une fois de plus le moral? C'est la grande question qu'on se pose. Parce que vous avez vu, au moment où le président Déby a envoyé ses troupes au Nigeria, il les a accompagnés jusqu'à la frontière et il leur a passé ce message. Attention aux droits de l'homme. Celui qui commet des bavures sera durement sanctionné. Voilà le comportement de quelqu'un en réalité qui voudrait sécuriser une zone, qui a le souci de la stabilité d'un pays voisin qui n'est même pas le sien, puis qui sait que la déstabilisation de ce pays-là pourra également l'affecter. Alors, sur le plan interne, on ne peut pas analyser des causes voisines sans également évoquer ce qui pourrait se passer à l'interne. Avec ce que nous observons, le Tchad est très loin de sortir de l'auberge. Pourquoi? Parce que vous avez constaté, au lieu que ces poutistes, comme il convient même désormais de leur rappeler, au lieu qu'ils respectent... Vous êtes bien les gars en disant que ce sont des poutistes. Parce qu'en réalité, un président de la République, au cours d'une réunion, selon les informations que nous recevons, ça tourne un peu au vinaigre et on le trouve avec une balle dans le dos, c'est compliqué. Il faut le dénoncer. Moi, je ne suis pas partisan des coups de force. Je ne suis pas partisan de la prise du pouvoir par la force. Non, c'est pourquoi au MRC, nous disons changement de l'avenir dans la paix. Maintenant, en ce qui concerne le Tchad à l'intérieur, vous constatez qu'il y a d'abord sur le plan militaire une armée, comme disait Edmond, qui a été constituée par des ralliements de plusieurs rébellions. C'est-à-dire, à tout niveau du commandement, il y a un petit patron. Vous comprenez un peu? Parce que lorsque un mouvement politico-armé entre dans la légalité, il y a des échanges. L'accord ne se fait pas comme si nous étions dans la brousse, non. Il dit, ok, vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire, où les anciens ont eu des postes, ont eu des allocations faramineuses. Le Tchad également, c'est le même exemple. C'est-à-dire, chaque chef rebelle a son petit pouvoir et un petit président de son côté. Même s'il est désormais dans la légalité. Maintenant, en ce qui concerne la société civile tchadienne, du moins les partis politiques, vous avez constaté que la constitution tchadienne aujourd'hui n'est pas respectée par ces hommes qui ont pris le pouvoir. Parce qu'en réalité, on pouvait éviter de craindre le pire, dans la mesure où c'est le président de l'Assemblée nationale qui était porté au pouvoir. Là, on dirait que sur le plan civil, il pourrait avoir une stabilité. Sauf qu'actuellement,
il y a une partie de la population qui sera mécontente, du moins les partis politiques, parce que le chemin que ces hommes les offrent ne leur permet pas d'arriver au pouvoir de façon démocratique. Parce que ces militaires ne sont pas là pour des civils. Lorsque vous regardez la composition de leur affaire de transition, il n'y a pas un civil dedans. C'est une affaire qui a été structurée pour partager des postes aux chefs de guerre. Et maintenant, si nous pouvons encore revenir dans le volet militaire, avec la réunion qui se serait passée hier, au cours de laquelle les choses se sont mal tournées, vous allez comprendre qu'en réalité, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas soutenus par l'armée tout entière. Parce que si les choses sont mal tournées, ça voudrait dire quoi? Dans l'armée, M. Idriss Déby a encore des partisans, a encore des fidèles. Mais ces fidèles qui sont mécontents, est-ce qu'ils vont rester tranquilles? C'est la grande question. Est-ce qu'ils ne vont pas chercher à se venger? C'est la grande question. Et ceci nous ramène encore à penser à un autre cas pour pouvoir mieux comprendre ce qui pourrait se passer au Tchad. Vous avez constaté l'assassinat de Kabila. On vous dit également que c'est l'assassinat de l'un de ses compagnons de lutte. Son assassinat est la conséquence de l'assassinat d'un certain commandant avec qui il était dans l'AFDL. Donc, si vous voulez transporter ça sur le cas tchadien, posez-vous la question, comment on a assassiné Déby? Est-ce que ses proches ne vont pas également faire payer le prix à celui qui est là actuellement? Voilà également des grilles d'analyse qui prouvent que le Tchad n'est pas sorti de l'auberge. Mais ce qu'on pense également qui pourrait encore venir sauver le Tchad, c'est que malgré tout, si des gens décident de respecter la Constitution, c'est-à-dire demander à celui-là de se retirer, on peut avoir un semblant de paix. Mais s'il continue à violer la Constitution, comme tout à l'heure, il a déjà pondu un communiqué dissolvant l'Assemblée nationale, le gouvernement, et déstabilisant toutes les institutions tchadiennes, alors ça sera très compliqué pour lui de maintenir le pays dans la stabilité et dans la paix. Alors, un conseil militaire de transition, il n'était pas l'instrument ou l'instance à mettre en place au moment où le président meurt, on le sait, c'est un chef de guerre. Il est habitué à cela. En même temps, en face, on a une rébellion qui est formée, qui est en train de progresser vers la capitale. N'était-il pas de bon ton de mettre en place une structure essentiellement militaire pour à la fois contenir ou continuer d'assurer la pérennité de l'administration et d'autre part faire face justement à cette rébellion? Non, je l'ai dit à l'entente de mes propos par rapport au sujet qui avait plusieurs grilles d'interrogation. Les différentes sources d'informations que nous avions nous font comprendre que du site où le lieu où il y avait la rébellion et d'où s'est passée la réunion, où monsieur l'ex-président Idriss Déby, la distance est au moins de 500 km. Et jusqu'ici, s'il faut faire cette distance, c'est pas 500 mètres. On parle de 500 km. Et du lieu où le communiqué nous informe qu'il soit tombé au champ de guerre, vous comprenez bien que il y a un très grand décalage. Non, même sans décalage, est-ce que l'instance qu'il fallait, c'était d'assurer la continuité de service en maintenant les institutions, notamment l'Assemblée nationale et les autres instances, ou alors il fallait mettre en place une structure complètement indépendante? C'est en cela on n'en a pas besoin de mettre des structures. Le Tchad avait des institutions qui fonctionnaient. On n'a pas besoin de mettre une structure. Si tant est bien que le communiqué de l'état-major de l'armée tchadienne nous dit que le président Idriss Déby est tombé dessus des blessures au front. Ça veut dire que l'État continue normalement son fonctionnement. On n'a pas à aller mettre une... Non. Si on adopte ce qui s'est passé aujourd'hui, ça veut dire que ça a été bien préparé. Et peut-être, lui-même savait peut-être que quand il allait là, c'était pas pour revenir. Je suppose.
En tant que chef d'État, il est censé avoir... Ça devait être l'homme le plus renseigné au Tchad. Je voudrais être pragmatique. Si le lieu où se trouvent les rebelles, mais si ce sont les rebelles qui ont, les balles des rebelles qui ont atteint le... C'est fait allégeance à la rébellion. Quel groupe rebelle a revendiqué? Est-ce que vous avez suivi ces revendications de ces groupes rebelles-là d'avoir pu atteindre Idriss Déby? Le FAC a donné un communiqué dans lequel il précise qu'il continue sa poursuite. Donc ça marche en avant vers N'Djamena. Avant de continuer sa poursuite, ils auraient même déjà au moins d'abord célébré. La tête d'Idriss Déby, c'est pas la tête d'un... C'est quand même avoir le cœur du ballot. C'est la... C'est-à-dire, lorsqu'on s'engage dans une bataille comme celle-là, lorsque vous avez mis la main sur le chef de guerre, il n'y a plus... Il s'est dit, il faut la célébrer. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'informations qui nous font croire et qui poussent à plusieurs interprétations d'analyse. Et je pense que ça a été bien montré. Le président Idriss Déby a été assassiné. Et tout ce que nous pouvons souhaiter aujourd'hui, c'est que les 30 ans dont il a pu maintenir le Tchad sortant de 15 ans de guerre, il faudrait tout simplement que la relève qui devrait être proposée au peuple tchadien, et dont nous, les Camerounais, la sous-région devant en bénéficier, puisse aller dans la même logique de ce maintien de la paix. C'est ce que moi je souhaite en tant que Camerounais, en tant que citoyen panafricaniste. Je souhaite tout simplement que la paix, les intérêts du peuple tchadien, les intérêts de la CEMAC puissent prévaloir. Vous savez, les guerres politiques ont souvent quelque chose de vicieux et très conservateur, très individualiste. C'est-à-dire, quand on est à la quête du pouvoir, même s'il faut sacrifier tout son peuple, on est prêt à le faire. Mais la CEMAC a connu beaucoup d'attaques, beaucoup d'assauts. Mais grâce à la solidité de cette zone CEMAC et le premier bouclier en chef, Idriss Déby, qui a su maintenir, qui a su repousser tous ces assauts avec la collaboration de tous les autres pays, je pense que la version qui nous est servie aujourd'hui ne satisfait pas même les plus je veux dire, même les plus observateurs. Elle ne nous satisfait pas. Nous disons tout simplement et nous prions que le Tchad puisse trouver une solution qui puisse pérenniser ce qui a commencé par le maréchal Idriss Déby. Quelle est l'option que doit adopter le Tchad aujourd'hui avec son conseil militaire de transition? Ils sont dans l'option d'un coup d'État. Parce que ce qui est là vraiment en conclusion, c'est un coup d'État. On n'a pas à spéculer autrement. Parce que là, la constitution tchadienne a bien prévu le mécanisme devant pouvoir au remplacement du chef. Mais vous savez très bien qu'on n'est pas dans un cadre, dans une situation normale. Tout à fait. Nous nous retrouvons maintenant dans un état d'exception. C'est presque un état d'exception. Et là, c'est tout ce qui va se passer, c'est selon la loi martiale. C'est un peu militaire en ce moment. Mais je crois, comme on le dit, comme c'est arrivé à ce niveau, parce que je déplore même que ce soit le fils du défunt qui soit là. C'est comme un parasite. Pourquoi vous pensez que le Mahamat Idriss Déby ne devrait pas pouvoir assurer la continuité du service, puisqu'il a été choisi par ses pairs généraux? C'est un conseil militaire de transition. C'est pratiquement 16 personnes qui sont ainsi désignées pour constituer ce conseil. Et dans l'ensemble, ils ont fait leur choix. Ils ont porté leur dévolu sur le fils du défunt président, peut-être pour assurer toujours la continuité de la volonté ou de l'aspiration voulue par son père. Oui, bon, c'est vrai que ça se raconte que bon, le président lui-même voulait déjà, parce qu'il avait de l'estime pour pouvoir
faire continuer le pouvoir par son fils. Mais c'est arrivé un peu brusquement. Parce que là, si c'était le cas qu'il respectait bien ce fils, qui lui a d'ailleurs dit de ne pas se représenter pour le 6e mandat. Bon, il a résisté, il est allé. Bon, maintenant la situation qui va prévaloir, c'est que les rebelles sont en train d'avancer. Et comme l'a si bien dit M. Kouyaté, la force de frappe est de taille. Je lisais encore quelques fragments ici pour comprendre. La Russie est intervenue dans ce coup d'une manière très forte, parce que réglant un compte. Donc ils ont intérêt à pouvoir écouter peut-être leur mandat. Parce que quand vous voyez déjà, ils parlent de 18 mois. À 18 mois, ils vont encore proroger. On ne sait pas si d'ailleurs, durant les 18 mois, ils vont tenir le coup. Donc ils ont intérêt à pouvoir essayer d'arrondir les bords en approchant peut-être. Parce qu'à un certain moment, ces rebelles qui viennent, rien n'empêche que à un certain moment, les rapprochements peuvent se faire. Avec ceux qui sont là actuellement au pouvoir, les 18, peuvent tenter d'aborder pour faire peut-être un certain gouvernement d'union nationale, même si c'est entre les soldats en attendant voir. Parce que déjà là, on se trouve, la constitution tchadienne est violée. Les mécanismes qui devaient pouvoir remplacer le président décédé ont été, tout est dissous. Maintenant, c'est la loi martiale qui va sévir. Et il faudra vraiment avoir assez de puissance s'il faut se maintenir sans négocier avec l'adversaire. Donc je crois que dans une certaine alternative, ils ont intérêt à envoyer même en avant sur le front, faire un rapprochement. C'est toujours très possible. Il y a beaucoup de gens qui ont tenté d'aller en guerre et d'autres les ont approchés et ils ont pu comprendre le langage du rapprochement pour essayer de voir comment faire quelque chose pouvant sauver le Tchad, parce que c'est la catastrophe si ça reprend. C'est un pays, nous le savons, ils sont toujours dans l'instabilité. Celui-ci a pu même tellement contenir. Mais avec quoi? Avec l'intervention de la France. Si la France se relâche aujourd'hui, est-ce que la France va soutenir encore celui qui est là? La France regarde peut-être du côté où c'est les rebelles, ou c'est la Russie maintenant qui est en train de jouer. Vraiment, c'est un cafouillage où on est seulement en train d'observer et souhaitons que vraiment les choses s'apaisent. Alors, au moment où le chef d'État tchadien défunt va être accompagné cette dernière demain, des présidents notamment de la sous-région Afrique centrale, ont adressé des messages de condoléances au peuple tchadien et ils l'ont adressé à M. Mahamat ou le général de corps d'armée Mahamat. Ils disent Déby, est-ce que finalement ce n'est pas une façon d'adouber celui-ci et espérer peut-être une contribution soit militaire, soit administrative de ce chef d'État dans l'apaisement de la situation au Tchad? Bon, en réalité, les chefs d'État qui ont adressé les messages de condoléances à Mahamat, ils l'ont adressé en tant que chef d'État, et de l'autre côté, Mahamat, celui qui reçoit, c'est un membre de la famille. C'est le fils. On adresse des condoléances à un fils qui a perdu son père. Ils ne l'ont pas fait à titre de considérer l'autre comme étant également un nouveau chef d'État. Non, c'est tout au contraire pour ceux qui peuvent penser pourtant, comme ça. Dans le communiqué qu'il a signé, dans lequel il conforte la position du Conseil militaire de transition, il le signe comme général de corps d'armée, mais chef d'État. Bon, en réalité, ceux qui peuvent interpréter de cette manière peuvent facilement rater certaines grilles d'analyse, parce que ce monsieur, ce général pourrait s'en sortir si à jamais il avait laissé le pouvoir aux civils. Mais du moment où lui-même il tient le pouvoir, ça prête toute la confusion. Ça veut dire l'hypothèse même de la tuerie d'Idriss Déby au champ de bataille est directement écartée. Parce que comment se fait-il qu'un chef d'État soit disant tué dans un champ de bataille et du coup le fils prend le pouvoir et forme un conseil militaire? Donc il est impossible aujourd'hui, il faut le dire, avec risque de se tromper bien sûr, qu'un président normalement constitué adoube cette junte militaire au pouvoir. Ce n'est pas possible. Surtout dans le contexte où nous vivons. S'ils tentent de l'adouber, ça veut dire qu'en réalité, ils ne veulent pas que le Tchad soit stable. Pourquoi? Parce que d'un côté, comme disent mes copanélistes, il y a une rébellion qui avance.
Et cette rébellion est soutenue d'une manière ou d'une autre par une partie de la population qui ne veut plus de la dynastie Déby. De l'autre côté, il y a une opposition qui dit non, nous ne voulons plus de la dynastie Déby. Or, si ces gens étaient des personnes sages et normalement constituées, parce que je parie qu'ils ont même des fous à l'intérieur, s'ils étaient des personnes sages, ils auraient dû laisser le pouvoir au président de l'Assemblée nationale et passant par là, les cœurs des Tchadiens devraient s'apaiser. D'accord. Aujourd'hui, l'apaisement est-il possible encore au Tchad? On sort avec quelques peut-être consignes pour le peuple tchadien parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, je pense que les carottes étant cuites, le Conseil de transition a fait un choix et l'armée, et ce qui caractérise l'armée, c'est la discipline. Je pense qu'il y a des raisons qui ont conduit afin que ce Conseil de transition soit mis sur pied, même s'il faut relever un certain nombre de similitudes donc, qui nous interpellaient tout à l'heure. Voyez-vous, lorsqu'on regarde tout le programme que nous avions eu, à peine, si tant est bien que le président maréchal Idriss Déby est décédé ce jour, en quelques minutes, on a le programme du D, l'organisation est faite. Donc, ça semble quelque chose qui a été bien préparé en amont. Maintenant, il faut donner un conseil pour préserver cette paix-là. Je dirais tout simplement, l'armée reste disciplinée. Ils ont fait un choix, ils sont passés outre la Constitution, parce que quand on dissout le gouvernement, on dissout l'Assemblée nationale, on est en l'état Marshall, comme l'a dit tout à l'heure Maître. Je pense tout simplement que tout le peuple tchadien et même les forces rebelles actuelles puissent conjuguer un seul effort, c'est celui de pouvoir redistribuer, parce que là il s'agit de pouvoir redistribuer un certain nombre de prérogatives de pouvoir aux uns et aux autres et construire un idéal pour l'idéal Tchad. Je pense que c'est ce que moi, en tant que Camerounais, je peux pouvoir leur souhaiter ce soir. L'idéal Tchad, qu'il ne tombe pas dans la division, dans des guerres interminables. Non. La division Tchad, alors l'espoir tchadien peut être encore envisagé aujourd'hui? C'est très compliqué. Ça, disons la vérité, sortons des spéculations. C'est très compliqué. Et même pour maintenir l'ordre constitutionnel au Tchad, c'était encore très compliqué. Parce que avoir un civil dans une situation comme celle-ci, qui est face à une rébellion, ça allait être encore très compliqué. Il allait faire quoi? Un civil, comme je vous l'ai dit, l'armée tchadienne n'est pas sous la coupe réglée d'un état-major. L'armée tchadienne, c'était Idriss Déby Itno. Ce n'est pas un état-major, non. Et donc, un civil qui va faire quoi? Qui ne peut pas donner l'ordre au premier général, au deuxième général, qui ne peut pas le faire. Il allait faire comment? Face à une rébellion armée qui avance et qui avance à grands pas. Je crois que ça a été normal comme ça pour une fois. Je vais renverser un peu les valeurs pour dire que oui, je suis d'accord avec ce conseil militaire de transition. Parce qu'un civil ne pouvait rien faire. Ayons le courage. Est-ce que Mahamat a les épaules suffisamment fortes pour pouvoir tenir cette transition et contenir ces rebelles qui avancent? La réponse à cette question réside dans la réponse, n'est-ce pas, dans la réponse à la question de la disparition de son papa. Comment il est mort? Pourquoi il est mort? Si vous répondez à cette question, vous saurez si oui ou non il a, n'est-ce pas, les épaules assez solides pour le faire. Si c'est que c'est d'ensemble, alors dans ce cas, peut-être que c'est le même complot qui a décidé de le porter. Si c'est que bon, c'est arrivé comme ça, est-ce que lui, il aura donc, n'est-ce pas, la capacité de contenir les autres? Mais si c'est qu'ils se sont mis tous ensemble pour dire, bon, on ne veut plus de ton papa, on va le dégager, on va te mettre, dans ce cas, ça veut dire qu'ils vont l'accompagner. Et en ce moment, ils pourront faire quelque chose. Et donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez un peuple tchadien qui est pris entre deux feux. Le feu, n'est-ce pas, de l'armée, le feu de la rébellion. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis, ça aurait été très difficile d'avoir un civil, le président de l'Assemblée par exemple. Qu'est-ce que vous voulez qu'un président de l'Assemblée vienne faire dans un contexte comme celui-là? Organiser les élections
pour faire quoi? Face à une rébellion qui avance, qui a déjà pris 3, 4, 5, qui a déjà pris la moitié, parce que la seule chose qu'on sécurise maintenant, c'est N'Djamena qu'on sécurise. Avant même la mort de Idriss Déby, vous aviez les chars qui étaient déjà garés partout dans N'Djamena. Qu'est-ce que vous voulez qu'un civil vienne faire dans ce contexte-là? La seule chose qu'il peut faire, oui, peut-être un civil, il va demander à une négociation de paix avec les rebelles qui avancent. Mais est-ce que lui, il aura l'assentiment de l'armée qui va l'accompagner dans ce processus? Non, c'est difficile. Et si les rebelles refusent la négociation de paix, ou alors lui imposent des conditions qui soient des conditions, n'est-ce pas, prohibitives, qu'est-ce qu'il va faire? Ça sera très compliqué. Alors, les seules personnes qui peuvent m'engager une négociation, et mais là, ils peuvent bien s'entendre, c'est l'armée. C'est un conseil militaire de transition. Si c'est des militaires qui engagent des négociations avec les rebelles en face, dans ce cas, ils peuvent s'entendre dans leur langage et même s'entendre sur la division du pouvoir. Un civil, il va se mordre le nez, il ne comprendra rien à rien. Et donc, ça va compliquer davantage la tâche. Pour une fois, je suis d'accord que dans ce contexte-là, l'ordre constitutionnel soit remis en cause. Oui, soit remise en cause. Maintenant, quitte à ce que les militaires, s'ils trouvent une solution entre eux, qu'ils mènent une transition qui ne soit pas suffisamment, n'est-ce pas, qui ne dure pas suffisamment pour fleurdéliser encore le peuple tchadien. Les solutions ne s'appliquent pas de manière automatique. Je suis un républicain, je tiens à l'ordre constitutionnel. Mais je dis, dans un contexte comme celui-ci, n'allez pas chercher l'ordre constitutionnel. Alors, on n'aura pas le temps de pouvoir refaire la parole. Hein. On a des SMS et le temps imparti à ce programme est pratiquement arrivé à son terme. Hein. On va prendre quelques SMS. Celui-ci qui nous vient du Burkina Faso. Le décès d'Idriss Déby Itno est une perte pour toute l'Afrique. Je n'arrive pas toujours à y croire. Paix à son âme. C'est sous les depuis Fada au Burkina Faso qui nous a envoyé son message. N'appelez pas son numéro de téléphone, s'il vous plaît. Bonsoir à vous sur le plateau. Nous avons appris la mort du président Déby. Nous sommes en train de suivre votre émission à la télévision. Merci d'avoir consacré votre temps et votre programme à ce grand homme de l'Afrique. Paix à son âme. C'est notre message qui nous vient également de l'étranger. Bonsoir à vous sur le plateau. Ce téléspectateur nous dit, pourquoi cela vous étonne que M. Déby soit décédé? C'est une autre réaction. Bonsoir à vous sur le plateau. Débat bien équilibré. Bien évidemment, merci pour les différentes contributions. Bonsoir à vous. Il faut souvent nous faire grâce du MRC. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée ce soir. Merci également à l'analyse posée par Edmond Kuaté dans le cadre de ce débat ce soir. Bonsoir à vous. Les États de l'Afrique centrale sont-ils devenus des royaumes? C'est une question posée par Madame Desmaillot dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau et à tous les panélistes. Je ne suis pas d'accord sur le fait que... alors, je retrouve le SMS, voilà. À mon avis, la question vitale pour le moment est la situation de la République centrafricaine et de la sous-région en général, car les rebelles guettent et attendent le moindre faux pas pour créer le chaos dans tous les pays de l'Afrique centrale. Il faut absolument éviter un relâchement sur la pression contre Boko Haram et tous ces rebelles-là. Espérons juste que le général en chef de l'armée en ce moment ne daigne pas changer sa feuille de route et les États frères lui apportent leur soutien nécessaire. C'est M. Moto depuis la Suisse qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. Plusieurs autres SMS continuent d'arriver. Merci à vous tous, messieurs et dames, d'avoir contribué ce soir encore à ce programme. Merci à tous ces messieurs qui nous ont accompagnés. Maître Paul Païré du SDF, Brice Diolaco du MRC, César Honoré Ngomon du RDPC, mais également notre analyste du soir, Edmond Kuaté, que nous avons eu le plaisir d'avoir ce soir. Mesdames, messieurs, c'était tout au clair de ce mardi. Nous avons consacré ce programme au décès de monsieur le maréchal Idriss Déby Itno, la télévision du monde par ma voix. Bien évidemment, ce jour reste de la communauté africaine de la sous-région Afrique centrale pour présenter au peuple tchadien ses sincères condoléances. Bien évidemment, on espère que les nouveaux hommes du Tchad vont pouvoir accompagner le peuple dans son développement. Bien évidemment, en espérant que les élections pourraient se tenir dans les tout prochains mois, toujours au Tchad, pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'était votre programme de ce soir. Une fois encore, merci. Prenons langue pour ce mercredi 21h, s'il plaît à Dieu, de nouveaux invités et nouveaux sujets. Bonsoir à toutes et à tous.